Il y a une ville dont je recommande à tous la visite, c'est Montréal. Puisque Montréal est une ville qui fonctionne l'été avec un phénomène de place, de rue, la rue Sainte-Catherine, qui sont extrêmement sympathiques. L'hiver, quand il fait moins 10, moins 20, moins 30, et au printemps, quand ça fond, il y a de la gadoue partout, elle vit un système fermé, internalisé, plutôt au niveau moins 1. Donc il y a deux systèmes urbains qui coexistent à Montréal, avec également la continuité en surface et la continuité en sous-sol, qui fait qu'on peut aller de gare, de métro, et vers tous les immeubles d'affaires. Et donc, il y a à la fois le positif et le négatif qui vivent en fonction des saisons. Donc vraiment, je demande à tous de méditer sur Montréal, voire même au séminaire Robert Rosel, de regarder un peu ce qui a été imaginé pour essayer d'importer des concepts un peu européens de place sur un continent qui est comme le continent américain et avec des contraintes climatiques extrêmement fortes. Alors, maintenant, pour dire quelques mots du renouvellement urbain, à la réflexion, ce qui compte, ce n'est pas le renouvellement urbain, c'est l'obsolescence urbaine. On construit des choses, et puis certaines choses restent, certaines des choses meurent, et puis on refait des choses après. Pourquoi certaines des choses meurent d'abord, et pourquoi quand des formes restent, c'est parce qu'elles ont leur valeur en soi, mais également parce qu'on en a changé l'utilisation. Alors, je vais prendre quelques exemples. On voit bien dans les exemples montrés le centre de Florence, s'il n'y avait pas ce potentiel des pouvoirs politiques et des pouvoirs culturels, ça aurait sans doute été des îlots insalubres dans lesquels il y aurait eu n'importe quoi et d'abord des immigrés qu'on aurait sans doute traités extrêmement vite à coups de bulle. C'est ce qui se passe en France. Il y a quelques décennies, il y a eu un séminaire très intéressant à Cergy-Pontoise qui s'appelait Dalle de ville, dalle de pauvre, dalle de riche. La défense d'une dalle de riche qui vit bien. Au Tartaret, je crois, il y a une dalle de pauvre ou à Argenteuil, il y a une dalle de pauvre qui meurt. Donc, la vérité des formes urbaines, c'est est-ce qu'elles sont capables, par leur plasticité ou par leur localisation, à faire venir, je dirais, du pouvoir, faire venir du pognon, du flouze, quoi. C'est bien de ça dont on parle. On a sauvé le Marais parce qu'avec ces expressions très, très délicates de curtage environ tout ce qui était pauvre, pour mettre des hôtels particuliers de riches, ça vit bien. Donc, le renouvellement urbain, c'est comment les évolutions de la société humaine font que certains tissus urbains préexistants arrivent à s'adapter. Je prends le cas du Marais, ou le cas du 7e arrondissement, ou Charlat, enfin des villes musées qui ont réussi cette transition magnifique. Et puis les cas où il a fallu raser, il a fallu passer le bulle, où c'est de la rénovation urbaine stricto sensu, avec une continuité absolue entre la rénovation urbaine de l'ordonnance de 1958, avec la rénovation urbaine lancée par Borloo. On estime qu'il y a des bâtiments qu'on ne sait plus gérer, qu'on ne va pas sauver. J'ai fait un petit calcul récemment, enfin j'essaie de reconstituer des séries de chiffres. On voit que la production de logements de résidence principale neuve était montée jusqu'à 450 000 par an en flux. Par contre, en stock, quand on regarde recensement par recensement, ça n'a jamais dépassé 250 000. Ça veut dire qu'à une certaine dans la grande époque, entre 1960 et 1975, en gros, on démolissait environ 200 000 logements par an. C'est à ce niveau-là. On a démoli comme des bêtes, 200 000 logements par an. Il y a des immeubles de rapport construits en 1900 à Paris qui étaient absolument insauvables. Mal construits, mal situés, un 4e étage sans ascenseur avec des pièces de 5 mètres carrés, on ne pouvait rien en faire. On a su démolir 200 000 logements par an parce qu'il y avait le bord de l'urbanisme, on relogeait, etc. Et alors, il y a une période de creux parce qu'on avait démoli le pire, notamment les zones insalubres définies à Paris en 1902, et on pensait que c'était bien. Puis on a découvert que des bâtiments du mouvement dit moderne, on est encore moderne 50 ans après, certains avaient bien vieilli, mais certains d'autres, il fallait également qu'ils y passent. Je pense par exemple les immeubles de la Pierre-Collinet, des barres de 12 étages, étroites, enfin tu connais, étroites, avec je crois des grands systèmes de coursives, par demi-niveau, ça ne pouvait plus vivre. Ou à la Courneuve, une industrialisation ratée par grand panneau, ça ne pouvait plus vivre. Et donc on a découvert que ces bâtiments dans lesquels on croyait avoir mis l'essence de nos capacités, ces bâtiments au fond étaient mortels.
Et c'est ça qui a fait un certain traumatisme. Et on a mis du temps à reconnaître que la démolition des ensembles financés par les puissances publiques est au fond un acte normal de gestion urbaine. Et par une certaine étrangeté, on a découvert que c'était possible au moment où on a terminé d'amortir les prêts de la Caisse des dépôts qui avaient financé ces grands ensembles. C'est-à-dire que dès lors que le financeur est désintéressé, on retrouve une marge de l'intelligence. Bon. Et ça, c'est donc une histoire sur le renouvellement urbain. Sur le plan de la vie domestique, qui est quand même un plan tout à fait déterminant dont on parle peu, bon, il y avait des cuisines de 5 mètres carrés dans lesquelles on se tassait avec un évier à but à gaz. Maintenant, dans une cuisine normale, il y a machine à laver, frigo, ce qu'il faut sous le bec, etc. On ne fait pas des cuisines modernes à moins de, je ne sais pas, 8 ou 9 mètres carrés. Enfin, il y a des archers dans la place, ce qui fait qu'il y a un certain nombre de bâtiments dont, littéralement, on ne veut pas. Les 4e étages sans ascenseur, si on n'est pas dans des sites tout à fait privilégiés autour de la Grande Place à Bruxelles, bon, on les abandonne. Même dans des coins comme Grasse, le vieux Grasse, il y a un secteur avec les 4e étages sans ascenseur juste à côté du centre-ville. Ça fait 20 ans qu'on ne sait pas quoi en faire. Parce qu'il est occupé par, évidemment, les immigrés pauvres. Parce que tous ces bâtiments, dès qu'ils sont dégradés, on y met les pauvres. Enfin, ou les pauvres s'y mettent. Et in fine, soyons clairs, on ne démolit que lorsqu'on est au bord de problèmes d'ordre public. Il n'y a pas de bilan financier, il y a l'ordre public. À Montfermeil, ce n'était pas possible. Bon, là, on met les milliards qu'il faut et on démolit. Et donc on voit bien que c'est les montées d'exigence du monde moderne, on ne tolère plus des pièces d'œuvre, qui fait qu'il y a des obsolescences de bâtiments. Alors certains bâtiments, on peut les sauver par un nouvel usage, mais bien souvent, quand ils ont été conçus de façon trop stricte, on ne peut pas les sauver. Et je terminerai là-dessus par un livre que j'espère vous connaissez tous, avec un très joli titre. Le mouvement moderne est mort à Saint-Louis, Missouri, le 12 juillet 1972, à 11h32 ou à peu près. Je crois que c'est ça. Et c'était la première grande démolition de 3000 logements construits selon les principes du mouvement moderne, logements qui n'avaient jamais été occupés. Et donc l'auteur de ce livre, M. Black, je crois, disait « Ce qui compte pour un bâtiment, c'est sa capacité à avoir différentes fonctions. Ce qui compte pour les places, c'est également leur capacité à avoir différentes fonctions. Des grandes places populaires, comme Assiette fait pour organiser les assemblées populaires qui géraient les villes, deviennent des lieux fabuleux où tous les touristes payent pour voir la beauté qu'essayait de créer le XIXe siècle. Plus on est entre nous, plus admirer les splendides silhouettes de serveuses qui savent se balader avec tous les avantages du textile moderne. Donc ce qui compte, c'est les usages qui permettent de démolir et les espaces qui savent s'adapter aux nouvelles exigences. Le passage le plus remarquable entre cette image-là et les images qu'on voyait avant, par exemple de Florence, c'est évidemment clairement qu'on est passé de la métrique pédestre à une métrique voiture, transport collectif, qui entraînait une dilatation des espaces, une dilatation des appartements, une diminution de sortie de voiture, et donc ces changements d'image qui peuvent visuellement marquer une discontinuité, mais qui peuvent fonctionnellement en fait marquer une continuité. Merci Olivier.